d'ictère nucléaire. Est-ce que l'ictère physiologique, le nouveau-né qui développe un ictère physiologique, c'est un ictère à risque? Non. Est-ce que c'est un ictère qui a une pathologie qui nécessite une prise en charge? Non. Donc, on doit répondre à la question, est-ce qu'on est devant un ictère? Allez-y. Ictère pathologique ou physiologique? Physiologique, très bien. Et donc, on doit connaître impérativement les caractéristiques d'un ictère pathologique. D'accord. Donc, le fait de dire un nouveau-né de sexe masculin admis à J5 de vie pour ictère cutanéo-muqueux, est-ce que c'est une donnée énoncée suffisante? Non. On doit dire pour quelle raison on l'a hospitalisé, pourquoi on a hospitalisé ce nouveau-né-là. Et donc, quelles sont les caractéristiques de l'ictère pathologique? Iheb. Oui, madame. Oui, madame. Le début précoce Il y a avant deux 24 heures de vie. Pardon, Le début précoce avant 24, c'est-à-dire avant 24 heures de vie. pendant les 24 premières heures de vie. Lina, t'as-t-il un deuxième caractère pathologique? Lina Bouafia. S'il est prolongé, il dépasse les 15 jours. S'il est prolongé, il dépasse les 15 jours. Par rapport à quoi les 15 jours? Cette limite de 15 jours, par rapport à quoi? علاش اخترنا la limite de 15 jours? L'apparition de l'ictère. Pardon? Par rapport à l'apparition, à la date d'apparition d'ictère. نعرف, mais on a limité les 15 jours. Si l'ictère se prolonge au-delà de 15 jours, il faut explorer, il faut s'inquiéter. Pourquoi? Par rapport à l'ictère physiologique. Chez qui? Prématuré. Très bien, chez les prématurés. Donc, on s'est dit que chez les prématurés, on peut attendre les 15 jours pour dire que son ictère, lorsqu'il dépasse les 15 jours, il faut s'inquiéter, il faut arranger beaucoup de choses. Voilà, c'est le deuxième caractère pathologique. Troisième caractère pathologique. Melek ou la Melek, je ne sais pas. Hedrish. Lorsqu'il est présent d'autres signes, comme l'anémie, l'hépatomégalie, splénomégalie. Donc, tout ictère associé à d'autres symptômes ou d'autres signes, on doit le considérer comme pathologique. Et ça, c'est la réponse négative par rapport à l'ictère physiologique qui est isolé, qui est nu. D'accord? Autre caractère pathologique. Mariam Othman. Si l'apparition est tardive plus que des jours, après des jours. Au-delà du 10e jour, et c'est par rapport à quoi? Pourquoi on a donné cette limite des 10 jours? Marie. L'ictère au lait maternel? Non. La disparition de l'ictère physiologique au 10e jour. Le nouveau-né, c'est le 10e jour chez le nouveau-né. À terme, normalement, l'ictère va disparaître. Et donc, si la maman apporte cet ictère au-delà du 10e jour, on doit s'inquiéter. On va dire qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait cet ictère-là. On doit chercher une explication. D'accord? Et puis, le dernier caractère pathologique d'un ictère, Charazed. Oui, madame. Oui. Un ictère intense, évident. L'intense, très bien. L'intensité, on l'évalue par quoi? Par quoi on évalue l'intensité d'un ictère? Taux de bilirubin.
Très bien. Le taux de bilirubine qui indique quoi? La photothérapie. La photothérapie. Voilà, une prise en charge thérapeutique, que ce soit la photothérapie ou l'exsanguinotransfusion, ça dépend de l'intensité de la valeur de la bilirubine et les risques de l'ictère nucléaire. Donc, on n'hospitalise que le nouveau-né et on n'explore que les nouveau-nés qui ont un ictère pathologique et donc il faut chercher un de ces 5 caractéristiques des ictères pathologiques et il faut vraiment le connaître pour pouvoir distinguer entre un ictère physiologique et un ictère pathologique qui nécessite une prise en charge particulière. Donc, à la découverte d'un ictère, il y a 2 grands problèmes, comme vous l'avez dit. Pourquoi le nouveau-né est-il ictérique, donc l'étiologie, et quel risque? Est-ce qu'il risque l'ictère nucléaire ou non? Et ça va nous permettre de distinguer l'ictère physiologique de l'ictère pathologique, on l'a dit. Voilà les caractéristiques pathologiques de l'ictère, la précocité, qu'il soit associé, qu'il soit prolongé, qu'il soit tardif ou qu'il soit intense. Ça nous permet de savoir est-ce qu'il faut prendre en charge notre bébé ou le renvoyer chez lui et donner les conseils nécessaires à Donc, notre bébé, on revient à notre bébé, il est admis pour un ictère intense. D'accord? Donc, c'est un ictère qui est pathologique, il est intense. Je vous donne quelques renseignements. Dans les antécédents familiaux, les parents sont consanguins de 2e degré, donc il y a une consanguinité parentale. Il a un cousin décédé à l'âge de 15 jours à domicile, aucune exploration et on ne connaît pas la cause de ce décès. La mère est âgée de 30 ans, elle est 3e geste, 2e part, elle a un antécédent d'un avortement et elle a un enfant vivant. Elle est de groupe sanguin O rhésus négatif. D'accord? Est-ce que ces données sont suffisantes pour l'interrogatoire, d'après vous? Allô? Il y a plusieurs facteurs de risque. Pardon? Il y a plusieurs facteurs de risque. C'est un nouveau-né qui a plusieurs facteurs de risque. Histoire d'ictère. Quels sont ces facteurs de risque que tu as retrouvés, Imen? Le groupe sanguin de la mère. C'est un bébé qui est à risque de par le groupe sanguin de la mère, même si c'était O tout simplement. Si c'était O, le nouveau-né risque d'être Incompatibilité ABO. A ou B, donc on est dans le risque de la BO. Et puis en plus, c'est une mère qui est rhésus négatif, qui est 3e geste, qui a un antécédent d'avortement. Donc il y a pas mal il y a les facteurs de risque. Il y a cette consanguinité, il y a ce décès en bas âge, donc il a des antécédents déjà familiaux très chargés. Mais c'est limitant à ces données-là. Est-ce que ces données sont suffisantes pour avancer dans l'histoire de cet enfant? Non, madame. Non. Il manque beaucoup de choses. C'est ça? Oui. Qu'est-ce qu'il manque d'après vous? Allez-y, rappelez un petit peu les choses qui vous manquent, que vous avez envie de les connaître dans cette histoire. Allez. Le mode de l'accouchement. Pourquoi le mode d'accouchement? Il peut être traumatique pour le bébé, donc il y a un risque de passage du sang. Voilà, tout ce qui est traumatisme obstétrical. Quoi d'autre? La surveillance de la grossesse. Pardon? Le déroulement de la grossesse. Déroulement de la grossesse, c'est-à-dire, vous cherchez quoi au cours de la grossesse? Prise médicamenteuse pendant la grossesse, par exemple. Quel type de médicament? Hein?
Quels sont les médicaments qui risquent de donner un ictère? Et par quel biais? Hein? Rifampicine, madame. Par quel biais? Rifampicine, qu'est-ce qu'il donne? Il entre un déficit en glucoronyltransférase de cause toxique. Il interfère avec la glucoronyltransférase. Oui. D'accord. Oui. Quoi d'autre? Le problème Vitamine K. de médicaments. Vitamine K, d'accord. Oui. Quoi d'autre? Groupe sanguin du père. Il nous manque le groupe sanguin du père. Juste, on termine avec les médicaments. Qui a parlé du groupe sanguin du père? Lina. Oui. Attends, Lina, خليها la notion هذه. On va reprendre juste les médicaments. À part qu'il interfère avec le glucoronyltransférase. Les médicaments, lorsqu'on dit ictère et médicaments, ils nous ramènent vers quoi? Cause hémolytique. Dans quelle pathologie essentielle? G6PD. Très bien. Le G6PD, on est devant un garçon, on est devant une consanguinité, on est devant un cousin décédé dans un contexte qu'on ne connaît pas. Donc, le déficit, essentiellement, tout ce qui est anémie hémolytique constitutionnelle, le déficit en G6PD. D'accord? Voilà. Qu'est-ce qu'on a besoin encore comme renseignement? L'anamnèse infectieuse, par exemple. Oui, l'anamnèse infectieuse bactérienne. Est-ce qu'il y a une histoire d'infection materno-fétale? Ça, c'est dans quel type? Il y a l'infection bactérienne, mais il y a aussi... Les embryos photopathiques. Très bien. Donc, il faut se renseigner sur... La sérologie torche. Les sérologies torche, les sérologies de la mère. Quoi d'autre? Le terme du nouveau-né. Très bien, le terme du nouveau-né. Est-ce qu'on est devant un nouveau-né qui est prématuré? Et on comprend la particularité. Quelles sont les particularités des lictères physiologiques chez les prématurés? Ouad Massaoudi. Allez, Ouad. Oui, madame. Oui. Particularité des lictères physiologiques chez les prématurés par rapport au nouveau-né à terme. Il présente une maturité par rapport au nouveau-né né à terme. Donc, le lictère va durer une période plus longue. Il est plus prolongé que le nouveau-né à terme. Quoi d'autre? Plus précoce. Il est plus précoce. Quoi d'autre? Il y a un risque d'ictère nucléaire. Il y a un risque d'ictère nucléaire malgré une valeur de la bilirubine qui n'est pas très élevée. Et encore? Il est plus fréquent chez les prématurés. Il touche 90%, voire 100% des prématurés. Quoi d'autre? Et donc, Il nécessite un traitement. Très bien, il nécessite un traitement. Donc, un prématuré ictérique, sa place est à l'hôpital et il faut le prendre en charge rapidement. Très bien. Donc, le terme, il est très important de préciser le terme de l'accouchement. Quoi d'autre? Diabète gestationnel. Pourquoi le diabète? Polyglobulie. Le diabète maternel, il y a par le biais de la polyglobulie. Et par le biais de quoi d'autre? Il y en a d'autres facteurs aussi chez les nouveau-nés de mère diabétique. La trisomie 21. Ah non, mère diabétique? Pas particulièrement. Les nouveau-nés... Pardon. L'hypoglycémie à la naissance, madame. Très bien, l'hypoglycémie, relation hypoglycémie et ictère. Hey. Hein? Hey. Oui, madame. Diminution de taux d'albumine. Qui fait? La relation... Liaison albumine-bilirubine est plus basse s'il y a une hypoglycémie. Voilà, c'est parmi les facteurs qui vont interférer au niveau de cette liaison. Quoi d'autre? L'hypoglycémie, elle a un autre rôle.
À quel niveau du métabolisme de la bilirubine l'hypoglycémie constitue un facteur de risque? Allez-y. Hein? L'activité de l'hème oxygénase. Voilà, l'hypoglycémie va entraîner une stimulation de l'hème, activation de l'hème oxygénase, et donc ça va favoriser la transformation de l'hème en biliverdine. Il y a un autre facteur qui est assez fréquent chez les nouveau-nés, et particulièrement chez les nouveau-nés prématurés et retard de croissance, et qui interfère aussi au niveau de l'hème oxygénase. Quel est ce facteur-là? L'hypothermie. L'hypothermie. Donc, tous les nouveau-nés sont à risque d'hypothermie, plus particulièrement le prématuré et le retard de croissance. Et donc, c'est des nouveau-nés qui sont à risque de développer un ictère et qui peut être parfois précoce si on ne lutte pas contre ces facteurs de risque. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on doit chercher encore? Madame, Les nouveau-nés de mère diabétique, il y a la polyglobulie, il y a l'hypoglycémie et il y a aussi un autre facteur de risque. Rapidement. Hein? Ils sont comment? déshydraté. Macrosome. Macrosome. Très bien. Macrosome et donc? Hypoglycémie. On a l'hypoglycémie. Il y a un autre facteur de risque de la Métabolisme. Métabolisme accru. C'est l'hypoglycémie. Sinon, métabolisme accru, des besoins accrus, c'est que par le B, il risque l'hypoglycémie. Mais l'accouchement, Il nécessite des instruments. Voilà. Donc souvent, il y a un risque. Le traumatisme. Un risque de traumatisme obstétricaux. Donc, il faut faire très attention lors de l'accouchement pour éviter ces traumatismes. Sinon, il faut les repérer à temps pour intervenir à temps. D'accord? Donc, on a au cours de la grossesse, les sérologies sont dans le bon sens, toxo, rubéole, tout ça négatif. L'échographie deuxième trimestre normal, donc il n'y a pas d'hypertrophie, il n'y a pas de retard de croissance. Et puis l'accouchement a eu lieu par voie basse, sans incident, dans une maternité périphérique. Le poids de naissance, 2800 grammes, la taille 49 cm, le périmètre crânien à la naissance 33 cm, l'APGAR 9-10, il a reçu la vitamine K. D'accord? Madame, est-ce qu'on peut, parmi les médicaments, nommer les aminosides? Pourquoi les aminosides? Parce qu'ils sont fixés à l'albumine. Donc, cherchez tous les médicaments, mais là, c'est les médicaments soit pris par le nouveau-né, il a été traité pour une pathologie infectieuse, soit qu'au niveau du lait maternel et qui peut être ingéré par le nouveau-né. Donc, pour un nouveau-né qui développe un ictère, s'il est sous antibiotiques, les antibiotiques s'y lient à l'albumine. Et donc, il y a un risque d'entraver cette liaison albumine-bilirubine. C'est ça? Oui. Avec le risque, lorsque on va entraver cette liaison albumine-bilirubine, qu'est-ce qu'il risque, le nouveau-né? C'est un facteur? Oui. Hein? C'est un facteur de risque d'ictère. D'ictère, pas l'ictère tout simplement. C'est essentiellement... Quel est l'intérêt de cette liaison bilirubine-albumine? L'hypoalbuminémie. Hein? Oui. Mais à travers l'hypoalbuminémie, il y a un facteur de risque d'ictère. Là, c'est pas ça. La question, on a donné beaucoup d'importance et il faut donner beaucoup d'importance à cette liaison albumine-bilirubine. Pourquoi? Risque d'ictère nucléaire. C'est bien, c'est la fraction non liée à l'albumine, c'est elle qui a la possibilité de traverser la barrière hémato-encéphalique avec le risque d'ictère nucléaire. Donc, si on est devant un nouveau-né ictérique, il faut lutter, et ça c'est une donnée très importante à connaître,
il faut lutter contre tous les facteurs qui vont entraver cette liaison albumine-bilirubine. Quels sont les facteurs qui entravent les situations à risque où il y a un problème de liaison albumine-bilirubine, à part les antibiotiques et l'hypoglycémie, L'hypothermie. La prématurité. la prématurité, parce qu'il a une hypoalbuminémie physiologique. Quoi d'autre? La déshydratation. L'hypothermie. L'hypothermie. Ok. Quoi d'autre? Les infections. État infectieux. Les infections, les états infectieux. Quoi d'autre? La déshydratation. Acidose. L'acidose. Très bien. Très bien. L'acidose. L'anoxie. L'anoxie. Et donc, il faut les connaître, ces facteurs-là qui entravent la liaison albumine-bilirubine pour prévenir, pour limiter, disons, le risque d'ictère nucléaire. D'accord? Donc, il y a quand même, d'après les données que vous avez devant vous, il y a des données, d'autres données qui sont manquantes. On a discuté un peu voilà, l'histoire de la maladie. C'est ça? Donc, le nouveau-né, il est sorti de la maternité à 4 de sous allaitement exclusif. Il prend une tétée chaque 2-3 heures avec un transit normal. Est-ce que c'est une donnée importante, celle-là? Hein? Allaitement maternel exclusif, une tétée chaque 2-3 heures et avec un transit normal. Est-ce que c'est une donnée importante? Est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise? Hakim. Allez-y. Nursi. L'allaitement maternel exclusif peut nous orienter vers l'ictère au lait de mère. L'ictère au lait de mère, il apparaît quand? Est-ce qu'il est intense? Il apparaît au 5e jour. Oui, il apparaît. Est-ce qu'il est intense? Modéré. Non. Est-ce qu'il nécessite la phytothérapie? Non. 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 Quel est son caractère pathologique? Pourquoi on l'a considéré parmi les étiologies de l'ictère? Pourquoi? Il est prolongé. C'est par le fait qu'il est prolongé, par le fait qu'il inquiète les parents et il consulte, et par le fait qu'il est prolongé et il est modéré. Lorsque une femme consulte pour un ictère, agit 20 ou bien agit à l'âge de 1 mois, pour un ictère prolongé, qu'est-ce qu'il faut éliminer? Il est allaité exclusivement au sein. Mais il y a 2 autres étiologies qu'il faut éliminer. C'est quoi? Infection virale. Infection virale par l'hépatite. Infection, mais pas l'infection virale. La galactosémie. La galactosémie ne va pas se présenter sous forme un ictère chez un bébé qui va très très bien, qui n'a pas de problème, qui est jaune orange, qui est modéré, qui se prolonge sans qu'il y ait un tableau catastrophique, la galactosémie. Il y a 2 choses qui peuvent être évoluées de façon insidieuse et il faut chercher d'autres petits signes, 2 étiologies, 2 diagnostics différentiels. Il faut s'assurer que ce n'est pas ça. Allez-y. Les déficits en glucuronyltransférase. Le déficit en glucuronyltransférase, c'est un ictère s'il est total, c'est le Crigler-Najjar. Donc, c'est un ictère qui est très intense. Donc, c'est pas ça. Hypothyroïdie. Très bien. On est un pays qui n'explore pas de façon, ne dépiste pas de façon systématique l'hypothyroïdie. Et donc, on doit obligatoirement, si on a un ictère prolongé, penser à l'hypothyroïdie et aller prélever, faire le bilan thyroïdien. Quoi d'autre? Sténose de pylore. Sténose. Les causes de
c'est associé à des signes digestifs. Un obstacle sur le tube digestif, mais qui peut être partiel. Quoi d'autre? Allez-y. Donc, l'hypothyroïdie ou bien, deuxième étiologie. Allez-y. Hein? Hépatite néonatale. Pas vraiment l'hépatite néonatale parce que l'hépatite, c'est un ictère cholestatique plus qu'un ictère. Mais il faut chercher le contexte. Mais il y a essentiellement deux étiologies, l'hypothyroïdie et l'infection urinaire, qui peut se limiter à un ictère tout simplement avec une petite stimulation pondérale. Donc rapidement, il faut éliminer ces deux étiologies et par la suite, si on a un bébé qui prend le poids, qui est bien éveillé, qui est réactif, tout va bien, on va dire que c'est le lait maternel, il ne doit pas nous inquiéter et on doit conseiller la maman à poursuivre l'allaitement maternel sans souci. D'accord? Donc, l'allaitement maternel comme donnée, comme ça, exclusif, ne doit pas nous inquiéter. Une tétée chaque 2-3 heures et un transit normal. Tétée chaque 2 à 3 heures, il n'a pas de risque d'hypoglycémie. Il n'y a pas le risque d'hypoglycémie, très bien. Quoi d'autre? Et le transit normal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de malformation digestive. Et quel est le rôle, quelle est la relation digestif et ictère? Il n'y a pas de Hein? Risque entéro-hépatique. Très bien, très bien. Donc, cette notion d'allaitement maternel exclusif, une tétée toutes les 2-3 heures et un transit normal, ça nous permet de ne pas s'inquiéter du côté de cycle entéro-hépatique. On va dire que a priori, il n'y a pas un facteur supplémentaire qui va accélérer ces cycles entéro-hépatiques. Parfois, on ne trouve aucune étiologie à part ce problème d'alimentation, ce problème de nombre de tétées, ce problème de transit qui n'est pas à temps, c'est-à-dire l'émission de méconium. Donc, on doit se renseigner sur l'émission de méconium, quand est-ce qu'il a été émis, est-ce qu'il y a eu un retard ou non d'émission de méconium qui va nous aider de penser à ces facteurs de risque et notamment ces cycles entéro-hépatiques. D'accord? Donc, une autre donnée, depuis 24 heures, le bébé, il présente un jeûnement intermittent, puis il refuse de téter. Donc, c'est un nouveau-né qui est symptomatique. À part l'ictère, il y a d'autres symptômes. D'accord? Est-ce que ces données sont toujours suffisantes? Ou il y en a d'autres qui manquent? La coloration des selles et des urines. D'accord, la coloration des selles et des urines. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Donner un amnestique manquante. Mais tu sais l'histoire ou les antécédents et tout ça. D'autres données? C'est bon? Les antécédents de la mère, C'est-à-dire? par exemple, un geste au cours de la grossesse, amniosynthèse ou Tu cherches quoi? l'incompatibilité maternelle. Non? Dans quel système? Rhésus. On a une femme Rhésus. Normalement, netrabo. Ça doit nous stresser. Une femme Rhésus négatif. Le troisième geste. Son bébé, il vient pour ictère intense. Qu'est-ce qu'il faut chercher? Est-ce qu'elle a reçu, Incompatibilité maternelle, materno-fétale. Comment on va la chercher? Quelles sont les données dont on aura besoin?
Groupe sanguin de nouveau-né de la mère. Normalement, le groupe sanguin de nouveau-né, oui, نلقاوه. في الفيش Le cordon. néonatal. Donc, c'est une femme qui est registre négatif. Normalement et systématiquement, on prélève le groupe sanguin et le test de Coombs au niveau du cordon. Et pour faire quoi? Groupage sanguin et résus de... Pour faire quoi? Hein? La recherche des Recherche. agglutines irrégulières. La recherche? Très bien, la glutinine irrégulière. C'est une femme qui est registre négatif. Donc, au cours de la grossesse même, il faut prélever et surveiller son RAI, la recherche d'agglutinine irrégulière. Avant, il y a d'autres données qu'il faut chercher. C'est une femme, quelle gestité et quelle parité? Et qu'est-ce qu'elle a comme incident dans les antécédents? Elle a avorté. Elle a avorté. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'il faut chercher? Le mode de l'avortement. Cause de l'avortement, ça ne nous intéresse Non, pas. le mode, madame, de l'avortement. C'est-à-dire le mode de l'avortement. Est-ce qu'avec un geste ou bien avec des médicaments? Et si c'est avec geste ou médicament, quel est le risque? Il y a un risque de passage du sang fœtal au sang maternel. Vers la circulation maternelle. هكا ولا لا؟ Si elle a reçu des immunoglobulines anti-D après l'avortement. Cette femme, est-ce qu'elle a reçu l'anti-D après l'avortement, après les accouchements? Et quelle est la question qu'on pose habituellement aux femmes? نجم تقول لك أنا ما نعرفش حاجة اسمها l'anti-D. Mais تقول لك كي تسألها une autre question, elle a la facilité de répondre. Quelle est cette question بالعربي؟ زرقولك. أي شو زرقوا لها؟ ها؟ Anti-D. اي شو تقول لها بالعربي؟ ما تعرفش هي لونتي دي. مرة جاية ما نعرفش من اخر الدنيا تقول لك ما تعرفش لونتي دي، ما تعرف حاجة أخرى. Donc on leur pose la question, Madame زرقتك الزريقة الغالية ولا لا؟ Vous avez une idée sur le prix de l'anti-D? Hein? Non, madame. Non. Vous n'avez pas d'idée sur le prix. C'est une injection qui coûte 140 dinars et elle est à la charge de la femme. Donc, كل مرأة ريزيست نيجاتيف وزرقت لانتيدي كي تسألها تقول لها زرقت بعد ما ولدت الزريقة الغالية, si elle l'a fait, elle va vous répondre par oui ou non. D'accord? Donc, il nous manque cette femme, est-ce qu'elle a reçu l'anti-D auparavant? Est-ce qu'elle a eu une surveillance de la glutinine irrégulière au cours de sa grossesse ou non? Est-ce qu'on a le groupe sanguin du bébé? Parce que systématiquement et chez toute femme, pardon, qu'est-ce que je fais? Voilà. Les données manquantes, l'ictère chez la fratrie ou la famille, il y a une consanguinité, donc la famille, il y a l'ictère chez la fratrie parce que la maman, elle est O et résus négatif. Est-ce qu'il y a une histoire d'anémie chronique, étant donné cette consanguinité et ces antécédents de mort à la période néonatale? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été splénectomisé? La splénectomie nous oriente vers quoi? Hein? Anémie hémolytique constitutionnelle. Alpha-thalassémie. Quel type? Alpha-thalassémie. Alpha-thalassémie.
On fait une splénectomie, une bêta-thalassémie. Dans quelle pathologie? Bêta-thalassémie. Est-ce qu'on fait une splénectomie pour le bêta-thalassémie? La microsphérocytose héréditaire. Microsphérocytose. D'accord? Vous avez posé la question sur la prise médicamenteuse par la mère et toujours l'esprit, soit l'interférence avec la glucuronyltransférase ou bien les déficits en G6PD. L'anti-D reçu ou non, il faut chercher cette notion. Le RAI, il faut avoir cette notion. Est-ce qu'il y a eu un incident d'immunisation, même si la mère elle a reçu l'anti-D auparavant, mais est-ce qu'il y a eu un incident au cours de cette grossesse qui était probablement à l'origine d'une immunisation, telle qu'une amniosynthèse, une menace d'accouchement, un saignement au cours de la grossesse? Vous voyez qu'il y a pas mal de données qu'il faut chercher. Les circonstances de l'accouchement, vous avez posé cette question. Le groupe sanguin du nouveau-né, une mère rhésus négative, obligatoirement, il faut prélever le groupe sanguin, le test de Coombs, et est-ce que la mère, elle a reçu ou non l'anti-D cette fois-ci? D'accord? Parce que si on fait le groupe sanguin et les tests de Coombs au niveau du cordon, du nouveau-né, c'est pour prendre une décision. Quelles sont les situations qui peuvent se présenter? Ouais. Amène le groupe sanguin au Coombs chez ces bébés et quelles sont les situations? Baldi. مالك ولا ملاك بلدي؟ Oui, madame. Oui, Malek. J'ai pas entendu la question. Allez. J'ai un problème de connexion. J'ai un problème de connexion. J'ai dit que on prélève le groupe sanguin au cordon du nouveau-né à la naissance. On va recevoir un résultat, groupe sanguin et test de Coombs. Qu'est-ce qu'on va faire avec? On va voir si le nouveau-né il est rhésus positif ou pas. Oui, d'accord. Et le Coombs? Oui. Oui. Pourquoi prélever le Coombs? Pour faire le test de Coombs direct. Oui. Donc, on s'attend à un résultat. Le résultat, tu as un nouveau-né qui a un groupe rhésus positif. Le test de Coombs, il est positif. Qu'est-ce que tu vas faire? Malek? Je ne sais pas. Tu vas faire quoi? Tu ne sais pas? La mère, l'enfant, le nouveau-né, il est rhésus positif et le test de Coombs, il est positif. Tu ne sais pas. Oumaïma. Oui, madame. Oumaïma Khalifa. Oui, madame. Tu réponds. Le rhésus du nouveau-né et les rhésus positifs de sang au cordon. Le laboratoire nous répond que le bébé il est rhésus positif et son test de Coombs est positif. Qu'est-ce qu'on fait? Surveillance échographique. Pour qui? Échographie pour qui? Pour le nouveau-né. Quelle échographie? Hein? Morphologique. Le sang du cordon à la naissance, c'est nouveau-né. Il est né. Je parle nouveau-né, je ne parle pas fœtus. Le nouveau-né, il est né en salle de naissance. On a prélevé au cordon et systématiquement, parce que la mère, elle est rhésus négative, on prélève le groupe sanguin du bébé et les tests de Coombs pour prendre une décision.
On a un nouveau-né qui est reçu positif. Le test de Coombs, s'il est positif, qu'est-ce qu'on fait? Exsanguinotransfusion avec anti-D pour la mère. Anti-D pour la mère et exsanguinotransfusion. Test de Coombs indirect pour la mère, madame. Pour faire quoi? Pour voir s'il est positif ou négatif. S'il est positif, c'est une indication à l'exsanguinotransfusion. Et un nouveau-né, l'exsanguinotransfusion, la laisse à côté. Zamiltek قالت, on donne l'anti-D et on fait l'exsanguinotransfusion. Tu es d'accord avec elle pour l'exsanguinotransfusion, pour l'anti-D à la mère. Vous êtes d'accord avec Koumaïma Oui, pour donner l'anti-D? Oui. Mariam, Oui, madame. tu es d'accord pour donner l'anti-D? Qu'est-ce que ça veut dire le test de Coombs positif? C'est quoi? C'est quoi? C'est-à-dire, il y a une anémie hémolytique auto-immune. Auto-immune. De quel type ces anticorps? Et d'où est-ce qu'ils sont provenus? De la mère. De la mère, Les normalement. anticorps type IgG qui sont provenus de la mère et qui sont anti-rhésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il peut avoir une hémolyse. Hein? Amen. Le Ça nouveau-né veut dire peut quoi? avoir une hémolyse. Une hémolyse. Donc, c'est un nouveau-né à risque. C'est un nouveau-né qui va présenter de l'hémolyse. S'il ne l'a pas présenté déjà in utero, ça débute souvent in utero. D'accord? Et donc, ce nouveau-né ne doit pas partir de la maternité. Il faut l'hospitaliser, il faut le surveiller et il faut le traiter. Et éventuellement, en fonction de l'évaluation, il aura probablement besoin ou d'une photothérapie ou d'une transfusion. Narja la même. Les anticorps, d'où est-ce qu'ils sont provenus? Hein? De la mère. De la mère. Donc la mère, elle est déjà Immunisée contre immunisée auparavant. On ne sait pas le contexte, mais elle est immunisée. Est-ce qu'on a besoin de lui donner l'anti-D? ça ne sert à rien, madame. Non. Ça ne sert absolument à rien. Et c'est inutile de donner à cette femme l'anti-D. واضح ولا مش واضح؟ نخسروها في 140,000. On ne l'a pas donné lorsqu'il fallait le donner. Elle s'est immunisée. Et on ne va pas le lui donner maintenant parce que maintenant c'est trop tard. Cette femme est déjà immunisée. Donc, il n'y a pas d'anti-D cette fois pour la femme. Par contre, il va y avoir une prise en charge particulière pour le nouveau-né. Notamment, il ne doit pas sortir de la maternité et il doit rester sous surveillance et il doit avoir une prise en charge. Donc, il est très important de prélever, et ça, on peut le savoir dès la période de la grossesse. Par quoi on peut le savoir pendant la grossesse? Recherche d'agglutine irrégulière. Très bien, c'est par la surveillance régulière, voire mensuelle, de l'agglutinine irrégulière chez toute femme rhésus négatif et de faire le dépistage précocement pour une surveillance armée au cours de la grossesse et pour la prise en charge du nouveau-né précocement à la naissance. D'accord? Donc, les réponses, il n'y a pas d'antécédent d'ictère dans la famille, il n'y a pas d'anémie chronique, il n'y a pas de splénectomie, pas de prise médicamenteuse, on n'a aucune idée sur l'anti-D, on n'a aucune idée toujours sur les RAI. Les circonstances de l'accouchement, c'est un accouchement dans une maternité périphérique, rien n'a été signalé. Le groupe sanguin du nouveau-né et du test de Coombs et l'anti-D cette fois-ci, rien n'est noté
sur le carnet de naissance du nouveau-né, et ça, c'est encore une aberration, parce que la mère ne doit sortir de la maternité qu'après avoir prélevé le groupe sanguin au cordon et l'avoir noté sur le carnet du nouveau-né, le groupe sanguin et le test de Coombs. Et on ne sait pas, cet ictère, il a apparu quand et il a évolué comment. Donc, la date d'apparition de l'ictère, la maman ne sait pas. Ce qui l'a inquiété plutôt, c'est le fait que le bébé, il gêne et il refuse la tétée. D'accord? Voilà. À l'examen physique, on a une température à 36,7. On a un dextro à 0,63. Donc, il n'y a pas d'hypothermie, il n'y a pas d'hypoglycémie. Et ces deux données qui sont... Shaima, vous voulez dire quelque chose? Non, madame. Je pense que... Vous voyez la présentation? On ne voit plus les diapos maintenant. D'accord. Donc, on revient pour dire que vous voyez la présentation? Oui. Voilà. Donc, je reviens pour dire qu'à l'examen, il y a une température à 36,7, il y a un dextro à 0,62, il y a un poids qui est de 1950 grammes. Donc, vous voyez qu'il a pris 150 grammes en 6 jours. C'est bon ou c'est pas bon? Shahrazad. Allô? Shahrazad? Non? رقدت Shahrazad? Non, madame, je suis là. Voilà, tu me dis, on a donné la notion poids. Le poids, 2,950 kg. Il pèse à la naissance 2,800 kg. Il a pris 150 grammes en 6 jours. Est-ce que c'est bon ou non? Et est-ce que c'est une donnée importante pour nous? Ah. Oui, c'est important. Oui, c'est important. Oui. C'est une donnée importante. Pourquoi? Pour différencier entre physiologique et pathologique? Non. Non. Physiologique ou pathologique, ça carnet. On a حكينا فيه en long et en large. Par contre, elle a donné que c'est un bébé qui a pris 150 grammes en 6 jours. Je vais vous dire que c'est une bonne prise pondérale. Par contre, l'intérêt de cette donnée... À la recherche de la Nazark, madame? La Nazark, il faut chercher les signes d'un Nazark clinique. Parce que s'il a fait un Nazark, c'est en anténatal. Donc, on va trouver que c'est un nouveau-né déjà qui a un Nazark. La prise pondérale 150 grammes en 6 jours, c'est une prise qui est raisonnable. 20 à 30 grammes par jour chez un bébé qui est allaité au sein, qui prend 2-3 fois par jour. Mais c'est surtout que ce qu'elle a dit, la maman, par rapport à l'alimentation, est correct. Parce que si on a trouvé 2 kilos, il pèse 2,5 kg, il a perdu du poids, c'est un facteur de risque qu'il va développer l'ictère par le biais de la déshydratation et par le biais de manque. D'abord, le manque d'apport
nutritionnelle et par le biais de l'accélération du cycle entéro-hépatique. Voilà, donc il y a une bonne prise pondérale qui est correcte, donc on est rassuré. Il a une fréquence cardiaque à 164 battements par minute, je crois normal. Il est tachycarde. Il y a quand même une tendance à la tachycardie. Il y a une tension artérielle 86 sur 39. Normal ou Normal. il est tachycarde, mais Normal. il a une tension qui est normale. La fréquence respiratoire à 62 cycles par minute. Normal. polypnée. Fréquence respiratoire 62. Normal. 62, normal. Légèrement. Légère Il polypnie. y a, À la limite. il y a une légère polypnie quand même. Saturation 96%, elle est correcte. L'auscultation cardio-pulmonaire, elle est normale. Et l'ictère, il est jaune-orange et il est intense. Donc, ictère, jaune-orange et intense. On est à quel type d'ictère? À bilirubine en Bilirubine libre. Non Direct. conjugué, d'accord? Direct, conjugué, libre, non conjugué, libre. Moi, je direct, indirect, parce que direct, c'est le conjugué. D'accord? Donc, Oui. est-ce que les éléments qu'on a donnés sont suffisants pour vous, pour poursuivre votre raisonnement? Les données, l'examen clinique, est-ce que c'est suffisant? Non, c'est pas suffisant. Non, Il y madame. a des données manquantes. Hein? L'examen abdominal. Qu'est-ce que tu cherches? Une hépatosplénomégalie. L'hépatosplénomégalie nous oriente vers quoi? Plutôt un ictère à bilirubine libre. C'est-à-dire que trouve ictère jaune-orange intense avec hépatosplénomégalie. Il nous oriente vers quoi? une hémolyse. Hémolyse constitutionnelle. Une cause très bien, une cause hémolytique. Lorsqu'on dit une cause hémolytique, il nous faut les éléments, des éléments importants. Pour s'orienter vers une cause hémolytique. Pâleur. La pâleur, est-ce qu'on a parlé de la pâleur? Non. C'est une donnée qui manque déjà. La pâleur ou ça peut être la pâleur comme ça peut être Syndrome hémorragique. le syndrome hémorragique. Le syndrome hémorragique, tu vas le chercher à l'inspection. Qu'est-ce que tu vas chercher? Un hématome. Sérosanguine. Pardon? Une bosse sérosanguine ou bien un hématome. Très bien. Bosse sérosanguine, céphalématome, hématome en casse, des ecchymoses étendues, ça dépend de la présentation. Et puis, quoi d'autre? Bilan d'hémolyse. Avant, on n'est pas au niveau de l'hémolyse, on est au niveau de l'examen physique. On a fait l'examen physique, déjà fait l'inspection. On a un ictère jaune-orange. Vous avez dit qu'on va aller chercher les éléments de l'hémolyse, les caractéristiques d'hémolyse. Les caractéristiques de l'hémolyse, on a l'hépatosplénomégalie, on a l'ictère jaune-orange et on a la pâleur. Et vous avez dit aussi qu'il y a tout ce qui est ecchymose. Pardon? On va rechercher la coloration des selles et des urines. Les selles et les urines dans l'ictère jaune-orange, est-ce qu'elles changent la coloration? Non. Non, elles ne changent pas. Elles sont normales. Pardon? Madame. S'il n'est pas pâle, il peut être comment? Érythrosique. Érythrosique, très bien. Parce qu'on sait que la polyglobuline est une étiologie, peut-être une étiologie de l'ictère. Donc, à l'inspection, lorsque je vais regarder mon malade, j'identifie l'ictère.
Et les caractéristiques du lictère, jaune orange ou la jaune verdâtre. Son intensité, est-ce qu'il occupe tout le corps ou il commence par la face, le tronc pour s'étendre au reste du corps? Est-ce qu'il est sous un fond d'érythrose ou sur un fond de pâleur? Ou est-ce qu'il y a un syndrome hémorragique extériorisé à type de bosse sérosanguine, céphalématome, un hématome, des ecchymoses? Ça, c'est à l'inspection même. Et donc, ce sont des données qui manquent au niveau de notre examen clinique. Qu'est-ce qu'il manque aussi au niveau de l'examen clinique? Madame, s'il y a des signes neurologiques en faveur d'un ictère nucléaire. Très bien. L'examen neurologique, il est très important. L'examen neurologique de départ va nous permettre déjà d'évaluer l'état neurologique de notre malade et de se dire est-ce qu'il y a ou non un ictère nucléaire. Donc, voilà. Madame, Oui. Madame, j'ai pas compris le rapport entre le syndrome hémorragique, les bosses sérosanguines et l'hémophyte. Quel est les devenirs d'un hématome d'une ecchymose? Je connais Jéhovah. Résorption. La résorption, c'est l'hémolyse in situ. Comme un chapitre sur les étiologies de l'hémolyse, c'est l'hémolyse in situ. L'hémolyse in situ, c'est par résorption des ecchymoses, des hématomes. Les hématomes peuvent être superficiels comme ils peuvent être profonds. Et lorsqu'on ne trouve pas une explication, on est devant un nouveau-né qui a une anémie, qui a une hyperbilirubinémie, et je ne trouve pas d'étiologie, je dois aller chez un hématome profond. Je prolonge, j'étends mes explorations vers des échographies à la recherche d'un hématome profond qui pourra expliquer cet ictère et cette anémie. Oui, merci. Oui, madame, merci. D'accord? Donc, je vais vous proposer quelques éléments de l'examen physique et vous allez me dire est-ce que c'est des éléments pertinents ou non. Voilà. La coloration de la peau et des muqueuses, il faut le préciser ou non. Est-ce qu'il y a une hépatosplénomégalie? Est-ce qu'il y a une bosse sérosanguine ou un céphalématome ou un hématome en casque? Est-ce qu'il faut prendre le périmètre crânien? Et est-ce qu'il faut évaluer l'état neurologique? D'après vous, c'est des éléments Pertinents. Tous ces éléments sont pertinents. La peau et la muqueuse, c'est la pâleur ou l'érythrose. L'hépatosplénomégalie, ça peut être dans le cadre de l'hémolyse. Ça peut être dans le cadre de l'infection, ça peut être dans le cadre de maladies de surcharge. Et on est devant une consanguinité avec un décès en bas âge. La bosse sérosanguine, on l'a déjà discuté tout à l'heure. Le périmètre crânien, c'est essentiellement l'hémorragie intracrânienne, l'hémorragie profonde. Et bien sûr, on a dit que l'examen neurologique, il est primordial. Voilà. On va répondre à toutes ces questions-là. Pour la coloration, il a une pâleur des muqueuses, des paumes des mains et des plantes de pied. Dans notre bébé, il est Anémie. Anémie pâle. Donc, à côté du lictère, il y a un fond de pâleur. Donc, il y a une anémie. L'hépatosplénomégalie, il faut la chercher. C'est un élément pertinent, mais notre malade n'a pas d'hépatosplénomégalie. Par contre, il a un céphalématome. Cet céphalématome, il mesure 5 x 10 cm et il est au dépend de l'os pariétal. Donc, c'est un élément de l'examen physique. Le périmètre crânien, oui, il y a quelqu'un qui veut parler? Donc, le périmètre crânien, il était difficile à évaluer. Par contre, on a un autre moyen d'évaluer ce qui se passe en intracrânien. La fontanelle antérieure 2 x 2 cm et les sutures sont jointes. Donc, a priori, on n'a pas d'hypertension intracrânienne, mais ça n'empêche. D'accord? Pour l'état neurologique, le nouveau-né était geignard, il était plaintif et il a une hypotonie axiale modérée.
D'accord? Donc, au total, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va nous rappeler rapidement le total? Hein? C'est un nouveau-né de sexe masculin, Oui, aux parents consanguins de deuxième degré, c'est bien. avec des antécédents d'avortement chez la mère et de décès dans la famille. Oui, Sa mère est, le groupe sanguin de la mère est O rhésus négatif. très bien. Il est à haut risque immunologique. Et Il est accouché par voie basse sans antécédent, sans incident. et Il présente un ictère. attends, قبل عندي دوني اللي قعدنا نلكلكوا فيها ونعاود ونلكلكوا ونعاود وما زالت ما عندناش. L'antidée. Très bien, on n'a aucune idée sur le profil immunologique de cette femme et le groupe sanguin de son bébé. Hein, Kavalale? C'est une femme qui est résiste négative, mais on n'a pas des RAI et on n'a pas le groupe sanguin du bébé et on n'a pas le COMS du bébé. D'accord? Voilà. Oui? Kamala? À l'examen physique, le nouveau-né présente un ictère jaune orangé intense. Il a une pâleur. Il a un céphalématome sur l'os volumineux. Il est tachycarde et il présente des signes neurologiques, à savoir l'hypotonie et le gênement. Donc, a priori, notre bébé, voilà. Donc, c'est un garçon, 12e degré, antécédent de décès en bas âge, la mère résiste négatif, la grossesse sans incident, un ictère jaune-orange intense associé à une pâleur et un céphalématome, il est tachycarde, polypnéique avec des signes neurologiques. Donc, la polypnée et la tachycardie, ces signes, ça reflète quoi? L'anémie. Très bien. Il ne tolère pas son anémie. La tension, elle est correcte. Parce que l'anémie, c'est-à-dire c'est par perte sanguine. Il a un céphalématome pour le moment. Est-ce qu'il y a des étiologies associées? On sait, mais du moins, on a une explication qui est le céphalématome qui est volumineux. Donc, c'est un syndrome hémorragique. Les signes de gravité du syndrome hémorragique, c'est entre autres les signes respiratoires, les signes hémodynamiques et les signes neurologiques. Donc, c'est un nouveau-né quand même qui a des signes de gravité. D'accord? Quelles sont les étiologies possibles à cet ictère? L'incompatibilité fœto-maternelle. Dans quel système? Rhésus et ABO. Voilà. Lévi, c'est la première étiologie à évoquer parce qu'on est devant une mère rhésus négative et de groupe O et on n'a aucune idée du nouveau-né, le groupe sanguin du nouveau-né. Mais dans ce contexte de rhésus, généralement l'hémolyse, elle est anténatale. Donc théoriquement, on doit avoir les signes d'hémolyse. Qu'est-ce qu'on doit trouver aussi? Badr, tu l'as dit tout à l'heure. Les anticorps. Hein? L'examen clinique. L'hépatosplénomégalie. L'hépatosplénomégalie. Est-ce que chez notre malade, on a une hépatosplénomégalie? Non. Quelle est l'hémolyse constitutionnelle qu'on peut avoir alors qu'il n'y a pas d'hépatosplénomégalie? Déficit en G6PD. Le déficit en G6PD, donc toujours possible. Les anémies constitutionnelles est toujours possible. Je vais vous proposer quelques étiologies. L'ictère par incompatibilité phytomaternelle rhésus, l'hémolyse in situ, c'est l'hémolyse d'un hématome, l'hémolyse constitutionnelle, la maladie des Crigler-Najjar ou l'incompatibilité phytomaternelle. Lina,
Lina? Oui, madame. C'est logique, possible l'hémolyse en suture car il a le céphalématome. On a déjà parlé de l'incompatibilité fœto-maternelle. L'hémolyse constitutionnelle est toujours possible car il n'a pas de splénomégalie. On peut suspecter G6PD et la maladie de Crigler-Najjar. Possible la maladie de Crigler-Najjar? Ça donne un nectaire isolé. Oui. Possible, mais on n'a pas éliminé. Madame, le nouveau-né, il est simplement... تعطينا إكتار بالروبين conjugué Crigler-Najjar. Elle est exceptionnelle, la maladie. La maladie de Crigler-Najjar قلت تعطينا إكتار بالروبين شكون اللي قال؟ لا bilirubine libre, مش conjugué. Bilirubine non conjuguée, madame. Non conjugué. Hein? Mais. Mais l'ictère est Madame, il y a un sans autre signe. Pardon? Il faut qu'il y ait un antécédent dans la famille. Il y a un antécédent. Il y a la consanguinité, il y a le décès en bas âge. Par contre ces diagnostics. Pas de pâleur. Pas de pâleur, pas d'anémie. Il n'est pas hémolytique. C'est un ictère par déficit total en glucuronyltransférase. D'accord? Donc, finalement, les étiologies possibles, c'est mis à part la maladie de Crigler-Najjar. D'accord? Voilà. Donc, on est devant un ictère hémolytique. Il est possible que ce soit immunologique. Il est possible que ce soit constitutionnel. L'infection est toujours possible. Et puis, il y a la résorption d'un hématome. Les examens complémentaires à demander en urgence. Dosage de la bilirubine. Oui, bilirubine. NFS, nouveau-né. NFS, quoi d'autre? Groupe sanguin. Groupe sanguin du nouveau-né. Hémoculture. Test de compte. Test de compte. Aptoglobine. Quoi d'autre? Bilan hépatique, azat alert. Allez! Bilan hépatique, la foie, l'éocholestatique. Pourquoi le bilan hépatique? On est devant un ictère à bilirubine libre, avec anémie, avec pâleur. Aptoglobine. L'aptoglobine, pourquoi? Électrophorèse de l'hémoglobine. Si elle est basse, elle évoque une hémolyse. L'hémolyse. C'est tout simplement l'hémolyse. C'est ça? Quoi d'autre? Bilan d'hémostase de PTCK. Pourquoi le bilan d'hémostase de PTCK? Pour éliminer une cause hémorragique, parce qu'il y a un céphalématome. Très bien. Parce qu'il ne faut pas oublier ce céphalématome. On comprend. Il est volumineux, 10 cm, imaginez-le. Donc, il ne faut pas oublier dans cet ictère, d'accord, l'ictère peut être en rapport avec le céphalématome, mais il ne faut pas oublier ce céphalématome. Il faut toujours chercher la cause qui était derrière ce céphalématome. D'accord? Donc, on va prélever, je vais vous dresser une liste des examens que vous allez confirmer ou infirmer. Le groupe sanguin, le test de Coombs, l'NFS, la CRP, l'hémoculture, le gaz du sang, notre malade, il est polyclinique, le cross-match ou les rails chez la mère. Est-ce que vous êtes d'accord ou non? Oui. Allô? Oui. Oui. Il nous faut le groupe sanguin de bébé avec le test de Coombs, l'NFS avec critique pour voir la valeur de l'hémoglobine et la régénération. L'infection, toujours possible, on ne peut pas l'éliminer. Notre bébé, il est polypnéique, il a des signes respiratoires, donc il y a certaines pathologies métaboliques qui associent une espèce métabolique et une hémolyse. Le cross-match, on doit préparer le sang. Notre malade, il tolère mal son anémie. Il est polypnéique, il est tachycarde et peut-être il va continuer à saigner. On ne sait pas non plus l'étiologie de ce saignement. Les rails chez la mère pour voir est-ce que c'est une incompatibilité Rhesus
ou non. La bilirubine, bien sûr, totale et la bilirubine directe. Est-ce qu'on a besoin d'une échographie transfontanellaire et une échographie abdominale? Allez-y. Madame, peut-être uniquement l'écho transfontané. Pourquoi? Pour voir le retentissement du céphalématome sur Donc, le c'est reste un du parenchyme. saigner au niveau de la tête, il risque de saigner à l'intérieur, c'est ça? Madame, on fait aussi une écho abdominale. Pourquoi? Alors, oui, Pour exactement. chercher un À la recherche céphalématome capsulaire du foie. Très bien, à la recherche d'hématome profond. Parce que, est-ce qu'on a une idée pourquoi ce bébé il a présenté ce céphalématome? C'est un accouchement par voie basse, sans incident, il n'était pas traumatique, il n'était pas dystocique. On comprend pas pourquoi aujourd'hui, à G5, il a ce céphalématome. Et comme il a saigné, il faut aller reprendre l'interrogatoire avec les parents, carrément. Est-ce qu'il y a un traumatisme? Est-ce qu'il a chuté? Est-ce qu'il a été agressé? Ça peut être une agression. Et donc, il faut pousser l'interrogatoire dans ce sens et chercher des hématomes profonds. Comme il a saigné au niveau de la tête, il peut saigner à l'intérieur. Et là, l'échotère et l'échographie abdominale s'imposent. La PL, est-ce qu'on peut faire une PL? Notre bébé, il est génère, il a une hypotonie axiale. Oui. Madame, il peut avoir des troubles de l'hémostase. C'est contre-indiqué, madame. Amira, le bébé, il a un céphalématome, donc il peut avoir des troubles de l'hémostase. Expansion intracrânienne. Très bien. Donc, l'APL, même s'il a des signes neurologiques, il a pas mal de facteurs qui peuvent donner ces signes neurologiques. Donc, ce n'est pas l'urgence. Il faut se méfier des troubles de l'hémostase. Et ces troubles de l'hémostase, s'il a des troubles de l'hémostase, on ne va pas s'amuser à faire une PL pour engendrer une hémorragie intra-rachidienne. D'accord? Donc, tous les examens sont possibles, tous ces examens sont à demander, mis à part la ponction lombaire, il ne faut pas la faire à ce stade-là. D'accord? Même s'il a convulsé, même s'il est fébrile, on ne va pas aller faire la PL. On peut traiter comme méningite si on a la méningite, mais pas de PL à ce stade-là. D'accord? Voilà. Donc, les résultats des examens, le groupe sanguin de nouveau-né, il est O, résiste négatif. Le test de Coombs, il est négatif. L'RAI chez la mère est négatif. Donc, ça nous a permis d'éliminer quoi? L'incompatibilité fœto-maternelle. Toutes les étiologies immunologiques dans le système ABO, dans le système Rhésus et même dans les sous-groupes. On a un Coombs qui est négatif ou RAI négatif chez la mère. Donc, toute étiologie immunologique est éliminée. Le gaz du sang, il est normal. La bilirubine, il a 448 micromoles par litre de bilirubine totale et il a 20 micromoles de bilirubine directe. Donc, c'est un ictère à bilirubine non conjugué. Indirect. Non conjugué, libre et indirect. D'accord? La numération. Vous interprétez la numération. Allez-y. Qu'est-ce qu'il y a au niveau de la numération? Anémie régénérative. C'est une anémie. Pourquoi tu as dit anémie? L'anémie, définition chez le nouveau-né? Inférieure à 16. Inférieure À 14. 14. à 14 grammes. Chez un nouveau-né à terme, une anémie est une hémoglobine qui est au-dessous de 14 grammes et bien sûr, elle est régénérative parce que les rétiques sont supérieures à 100 000. La CRP est tout le temps négative. Les échographies abdominales et les QTF, pas de saignement profond. Par contre, on a fait un scanner cérébral.
pourquoi, d'après vous, on a, malgré l'ETF, l'échographie transfrontalière, on est allé faire un scanner cérébral? La réponse Parce est qu'il y a des signes neurologiques. c'est essentiellement le problème médico-légal. Médico-légal parce que il est plus performant en matière surtout d'étendue, évaluer l'étendue et le volume de l'hématome sous périostée, mais surtout chercher une hémorragie profonde et chercher est-ce qu'il y a ou non une fracture osseuse. Parce que si c'est une agression, si ce nouveau-né il a été agressé, on a eu pas mal de cas de nouveau-nés battus, et donc il ne faut pas passer à côté de cette notion-là et faire systématiquement le scanner. Donc pour ce nouveau-né-là, on n'a trouvé que l'hématome sous périostée pariétale. Par contre, il n'y a pas d'hémorragie profonde et il n'y a pas de fracture. Voilà. Madame, pourquoi faire le gaz de sang? Oui, le gaz de sang, j'ai déjà dit que c'est un bébé qui est pâle, qui a une polypnée et que la pâleur, le fond de pâleur, ça peut être l'acidose. Et l'acidose métabolique avec une anémie, avec un ictère, peut nous orienter vers un certain nombre de maladies héréditaires du métabolisme. Le plus connu, c'est le déficit en glutathion synthétase. Donc, chez un nouveau-né, pâle, ictérique et polypnéique, avec acidose métabolique, avec le contexte d'antécédents familiaux, de consanguinité et de décès en bas âge, on était orienté, entre autres, vers les maladies métaboliques. D'accord? D'accord, Amira? C'est toi qui as posé la question. Madame. Voilà. Donc, au total, c'est un ictère intense hémolytique, non immunologique, sans infection. Il y a le contexte de consanguinité avec des décès en bas âge et il y a ce volumineux céphalématome sans traumatisme évident. Donc, on est où là, d'après vous? Est-ce qu'on s'arrête là ou on poursuit les explorations? Hein? On poursuit les explorations. Pour? Dans quelle piste? Le bilan d'hémostase, madame, qu'on a évoqué, Boukri. Très bien, très bien. Le problème, il faut aller regarder ce problème d'hémostase. Pourquoi ce bébé, il fait de céphalématome? Donc, le TP, il est à 86%, le TCK est à 90 secondes. TCK allongé. TP normal, TCK allongé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Et plaquettes normales, mais n'essayons les plaquettes. Est-ce qu'on est devant une CIVD? Est-ce qu'on est devant une thrombopénie? Non. Est-ce qu'on est devant le une cas. CIVD? Non. Non. Est-ce qu'on est devant une maladie hémorragique de nouveau-né? Non. Il a pris la vitamine K, le TP, il est à 86%. Donc, on est dans quel, à peu près, on est à quel niveau? Coagulopathie. Héréditaire, constitutionnel. Quand on a un déficit constitutionnel en facteur de la coagulation. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller. On est devant un garçon, consanguinité deuxième degré. Ah, hémophilie. Hémophilie. Donc, on est a priori sur cette piste-là et il faut aller doser les facteurs de coagulation. Et donc, il avait un facteur 8 qui est à 2,6%. Donc, il est trop bas. Ce qui fait... Hémophilie A. C'est l'hémophilie. On est devant une hémophilie A. Vous voyez, cette histoire ictère ou intense ou anémie ou céphalématome, ce n'est pas toujours l'immunologique. J'ai fait cette observation exprès pour faire le tour des étiologies les plus fréquentes, mais il est exceptionnellement qu'une
qu'un déficit constitutionnel en facteur de coagulation se déclare à la période néonatale de telle manière. Généralement, c'est le déficit en facteur 13 ou la fibrinogénémie congénitale qui se déclare à la période néonatale à l'occasion du chic du cordon. Là, c'est une observation exceptionnelle pour qu'une hémophilie A se déclare à la période néonatale par un céphalématome en dehors de tout traumatisme. Est-ce qu'il y a une vérification qu'on aurait dû faire chez ce nouveau-né-là qui a des troubles de l'hémostase, à part qu'il a son céphalématome? Qu'est-ce qu'il a reçu? Hein? Est-ce qu'il a reçu de la vitamine K? Voilà, il a reçu. Et donc, quelle est la vérification qu'il faut aller faire? Comment on donne la vitamine K en Tunisie? Voie orale ou en intramusculaire? Mais en Tunisie, on la donne comment? Intramusculaire. Voie orale. Hein? Voie orale. Par voie orale. Oui. Non, c'est par intramusculaire. C'est par voie IM. On n'a pas la forme orale, on le donne par voie IM. Donc, chez ces bébés-là particulièrement, qu'est-ce qu'il faut aller vérifier aussi? Chercher un hématome au niveau d'injection. Très bien. Il a été vacciné, il a reçu la vitamine K et donc, il faut aller chercher est-ce qu'il y a un hématome au niveau des points d'injection ou non. Mais la conduite urgente chez ce nouveau-né, il a plusieurs problèmes. Il a le problème qu'il faut résoudre rapidement, il a le problème d'hémostase, ou il y a le problème d'anémie, il y a beaucoup de problèmes. Donc la prise en charge, c'est qu'il faut résoudre le problème de cet ictère. On a une bilirubine qui est à 400, je crois, 60. 448. 448, c'est une valeur très élevée. Il faut aller regarder, c'est une indication à quoi? C'est ça? Donc, on a besoin de quoi? Pour comprendre l'indication de quel traitement? La courbe selon le poids, l'âge et bilirubine totale. Très bien. À la courbe, voilà, on a cette courbe où il y a l'axe des abscisses, il y a les heures, et d'ailleurs on dit toujours il faut préciser l'heure exacte du prélèvement de la bilirubine pour pouvoir l'interpréter. Donc sur l'axe des abscisses, on a l'heure. Sur l'axe des ordonnées, à votre gauche, vous avez la bilirubine libre en milligrammes par litre. À votre droite, vous avez la bilirubine libre en micromoles par litre. Et donc, il faut vraiment faire très attention. Est-ce que la valeur qu'on a, c'est en micromoles ou en milligrammes? Pour pouvoir interpréter correctement notre résultat. Et il faut choisir la courbe. Cette courbe-là, c'est une courbe pour les nouveau-nés qui ont un poids de naissance supérieur à 1500 grammes et un poids inférieur à 2500 grammes. Donc, est-ce que c'est la courbe dont on va utiliser pour évaluer les résultats de notre malade? Est-ce que c'est cette courbe-là? Non. On doit chercher une courbe pour un nouveau-né dont le poids est supérieur à 2500 grammes. D'accord? Notre bébé, voilà. C'est cette courbe-là. Notre bébé, شوفوا في السوري شوفوا في الفلاش ما تشوفوهاش تشوفوش الفلاش لا donc comment faire? Je ne sais pas comment faire. Vous allez suivre, hein? Il est à J5 de vie, c'est-à-dire à H combien de vie? L'axe des abscisses. إيهاب Oui, madame. يا إيهاب الواتي إيهاب. Oui. إيهاب طيب جاوبتني حاسي بإيهاب الواتي. Il dort.
إيهاب طيب. Oui, madame. Oui, madame, je suis là. الميكرو ما حابش يشتغل. يا لويتي. الميكرو ما حابش يشتغل. ما حابش الميكرو. إيهاب. Oui, نسمع فيك. Il est à J5 de vie. L'axe des abscisses, donc il est à H combien, حسب رأيك؟ Hein? J5 de vie à H 120. 120 امشي ل H 120. عندنا البيليروبين في ال 400 440 قول حتى 400 micromol, hein? Oui. Donc tu vas utiliser quel axe désordonné? Il est à ta droite ou à droite? لا à ta gauche. À droite. باش تطلع بالفلاش اطلع وين باش تلقى روحك؟ في quelle zone? Zone de l'exsanguinotransfusion. Très bien. Tu vois que le 400 à 120, notre valeur de bilirubine nous indique une exsanguinotransfusion. D'accord? Notre bébé, il doit recevoir une exsanguinotransfusion. Malheureusement, pour notre bébé, le cordon, il a déjà chuté, donc on n'a aucune voie pour lui faire l'exsanguinotransfusion. L'exsanguinotransfusion, on l'a fait à travers la veine ombilicale. Ce qui fait, si on ne peut pas faire l'exsanguinotransfusion, il faut faire la photothérapie intensive. Donc, si on vous pose la question à 120, à H 120, il y a une bilirubine qui est à 400. On répond qu'il faut le mettre rapidement dans la photothérapie intensive. Et puis, si on a la possibilité de faire l'exsanguinotransfusion, on prépare le sang pour exsanguinotransfusion. Et vous avez sur le cours les exigences de l'exsanguinotransfusion. Si on se trompe et on a une valeur de la bilirubine, par exemple, on est à H120 de vie, hein? 120 de vie, c'est le même malade. Par contre, le laboratoire nous répond qu'il a 270 micromoles, plutôt 270 milligrammes. Hein? إيهاب l'autre طيب. إيهاب طيب. Oui, madame. Oui, c'est une indication à l'exsanguinotransfusion. En milligrammes, c'est une indication à l'exsanguinotransfusion. En micromoles? Non. Photothérapie. Pas de photothérapie. Même pas. Il n'y a rien. Il n'y a rien. On ne fait rien pour le moment. Tu vois la différence? Si on se trompe et on fait une fausse lecture de la courbe et on se dit qu'on a l'habitude d'interpréter la bilirubine en micromoles et on l'interprète en micromoles, on va laisser notre bébé partir chez lui. Par contre, si le résultat il est en milligrammes, il faut indiquer l'exsanguinotransfusion. D'accord? Donc, il faut faire très attention à ces courbes-là et il faut savoir les interpréter pour comprendre comment agir. D'accord? C'est clair? Oui. Oui, madame. Oui, voilà. madame. Donc, pour le bébé, la prise en charge de ce bébé, il a bénéficié de 4 séances de photothérapie intensive, étant donné qu'on n'a pas pu faire l'exsanguino. Il a eu 2 transfusions de culot globulaire parce qu'il a une anémie et qui est mal tolérée. Et par rapport à son hémophilie, il a reçu 3 perfusions de facteur 8 à raison de 50 unités par kilo toutes les 8 heures. D'accord? Et puis, la reprise de l'interrogatoire de la mère, elle a avoué qu'elle n'a pas signalé avant, elle a avoué secondairement, lorsqu'on lui a dit, on l'a convoquée avec son mari pour leur expliquer la situation de leur enfant, elle a dit, et c'est vrai, طلع الخالو
parce que son oncle maternel est atteint de la même maladie. Et donc, les parents ont été éduqués concernant la nature de la maladie, ses risques et les précautions à prendre. Et ils ont eu une carte hémophilie A pour n'importe quel incident qui peut survenir chez ces bébés-là. Voilà. Je l'ai déjà dit que le déficit constitutionnel en facteur de coagulation, il se déclare souvent lorsqu'il y a un déficit en facteur 13 et en fibrinogène, surtout à l'occasion de la chute du cordon. Mais exceptionnellement que l'hémophilie se déclare à cette période-là et exceptionnellement même pour les autres déficits qui se déclarent par un ictère aussi intense et qui nécessite une prise en charge aussi lourde. J'insiste à ce que vous assimilez le métabolisme de la bilirubine. Parce que si on connaît les facteurs de risque qui risquent d'élever la valeur de la bilirubine chez les nouveau-nés à la période néonatale, notamment l'hypoglycémie et l'hypothermie, la polyglobulie chez les nouveau-nés qui ont un retard de croissance et qui sont nouveau-nés de mère diabétique, la liaison bilirubine-albumine, c'est une liaison qu'il faut faire tout pour ne pas l'entraver. Et vous avez déjà cité les facteurs qui interviennent pour entraver cette liaison albumine-bilirubine et il faut faire tout pour interrompre ce cycle entéro-hépatique par une alimentation précoce, par une alimentation fréquente pour accélérer les transits et éviter tout facteur qui risque de ralentir le transit intestinal et qui risque de retarder la colonisation du tube digestif. La colonisation du tube digestif, le tube digestif du nouveau-né, il est stérile et il est colonisé. Quand est-ce qu'il est colonisé, le tube digestif du nouveau-né? À l'occasion de l'allaitement maternel. Très bien. L'allaitement maternel, le contact peau à peau avec la mère. Quoi d'autre? Et à l'occasion de l'alimentation fréquente et à l'occasion l'émission de méconium. L'émission de méconium, mais surtout, Shaim, surtout à l'occasion, c'est des germes. D'où est-ce qu'il peut prendre ces germes, le nouveau-né? Hein? Allô? Shaim Arouis? Shaim? Oui, madame. Oui, madame. Oui. Donc, l'alimentation, l'allaitement maternel. Oui, le contact avec la peau de sa mère. Mais Qablo, qu'est-ce qu'il y a? Belle l'alimentation. C'est à quelle occasion? Le liquide amniotique. Liquide amniotique, il est stérile. Par contre, l'aération du tube digestif à la naissance. La colonisation, les germes, il va être colonisé par des germes. L'allaitement ou l'alimentation, on est d'accord, mais il faut lors du cri, le passage du nouveau-né par le vagin maternel. Très bien, c'est l'accouchement par Donc, l'accouchement par césarienne, déjà, c'est un facteur de risque d'ictère chez le nouveau-né. Pourquoi? Parce qu'il y a cette interruption de colonisation du tube digestif lors du passage par la filière génitale. Généralement, le nouveau-né, il est séparé de sa mère à l'occasion d'un accouchement par césarienne. Et donc,
pas de passage par la filière, donc pas de colonisation, retard de contact peau à peau avec sa mère, donc pas de colonisation, alimentation artificielle, kiff, pas de colonisation. Donc vous voyez que déjà l'accouchement par césarienne, c'est un facteur de risque d'ictère chez le nouveau-né. D'accord? Donc j'attire votre attention qu'il est très important de comprendre les particularités du métabolisme de la bilirubine chez les nouveau-nés. On peut ne trouver aucune étiologie à l'ictère. Par contre, si on cherche les petits éléments-là, lorsque se réunissent ces facteurs de risque-là, peuvent être à l'origine d'un ictère intense chez le nouveau-né. Madame, on ne voit pas. Je vais reprendre, oui, je vais reprendre. Vous avez cours maintenant? Vous avez cours après cette séance? Allô? Non. Non? Madame. Non. Une petite 10 minutes encore. Donc, j'ai insisté sur le métabolisme de la bilirubine. Particularité du métabolisme de la bilirubine, on l'a vu. Particularité du prématuré, on l'a vu aussi, qu'il est précoce, qu'il est intense, qu'il est prolongé, qu'il est thermonucléaire et qu'il faut systématiquement donner la photothérapie de sa constatation. Les conséquences d'Arfoun, c'est l'ictère nucléaire. Et puis, les facteurs majorant le risque d'ictère nucléaire, c'est la prématurité, c'est l'hypoxie, c'est l'hypoglycémie, c'est l'hypothermie, c'est l'infection, c'est les facteurs qui vont entraver la liaison albumine-bilirubine. Donc, il faut la connaître par cœur, parce que ces moyens-là nous permettent de prévenir l'ictère nucléaire. D'accord? Il est très important de définir la population de nouveau-nés à risque d'ictère. Parfois, il n'y a aucun facteur de risque, il n'y a aucune étiologie évidente. Ce sont les nouveau-nés de mère résistent négatifs avec un RAI positif au cours de la grossesse. Et donc, chez ces nouveau-nés, il faut obligatoirement, sur le sang du cordon, prélever, on l'a dit tout à l'heure, le groupe sanguin, le test de Coombs, l'NFS et la bilirubine au sang du cordon. Et le RAI, elle est positive. Ces valeurs-là vont nous dicter la prise en charge. On peut préparer l'exsanguinotransfusion avant même la naissance. Et si on a un test de Coombs qui est positif, un RESUS positif et une hémoglobine inférieure à 12 grammes et une bilirubine supérieure à 40 mg, c'est une indication à l'exsanguinotransfusion la première heure de vie. Les nouveau-nés de mère, une RAI positif au cours de la grossesse, quel que soit le contexte, c'est-à-dire ça peut être dans le sous-groupe. Le nouveau-né prématuré dont l'âge gestationnel est inférieur à 37 semaines. Il faut le repérer et il ne faut pas le lâcher sortir chez lui avant de s'assurer qu'il ne va pas développer un ictère. Les nouveau-nés hypotrophes, kiff, parce qu'ils ont un risque d'hypothermie, d'hypoglycémie et de polyglobulie. Donc, ils risquent de développer un ictère. Il faut conseiller la mère à la sortie qu'elle doit l'amener à tout moment s'il développe un ictère. Le nouveau-né érythrosique, parce qu'il a une polyglobulie. Donc, dans les jours qui suivent, il risque de développer un ictère. Donc, dès la maternité, il faut même programmer qu'on le revoie à la consultation externe. Le nouveau-né qui a eu un traumatisme obstétrical, parce que ces hématomes vont se résorber, même s'ils ne sont pas assez volumineux et il n'y a pas d'anémie associée, mais il faut le repérer et il faut conseiller la mère et il faut probablement le revoir à la consultation externe.
Les nouveau-nés qui avaient des antécédents d'ictère dans la fratrie et traités par photothérapie. On ne va pas le garder pendant 4 jours à la maternité. Nos maternités ne le permettent pas. Par contre, il faut conseiller la mère de l'amener et on doit donner un rendez-vous dans les 48-72 heures qui suivent. Le nouveau-né qui a des antécédents de maladies hémolytiques constitutionnelles. Si cette mère, elle nous a dit qu'elle a un frère qui est hémophile avec ses antécédents chargés de décès en bas âge et c'est un garçon, on aurait dû le convoquer à la consultation externe dans les 48 heures pour prélever le bilan d'hémostase et on aurait pu le repérer à temps. Tout ictère qui apparaît avant H36 de vie, parce que s'il apparaît avant H36 de vie, on doit le considérer comme étant précoce, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il a apparu. Houni, c'est un ictère constaté, mouche apparu. Apparu, il peut apparaître avant H24, mais on ne le constate pas. Donc, tout ictère constaté avant H36, il faut le considérer comme étant un ictère à risque. Il risque de s'intensifier et il faut le prendre en charge. Voilà. Les mères ayant un groupe O, c'est des mères qui sont à risque d'incompatibilité. ABO, on a actuellement, c'est l'étiologie la plus fréquente. Pourquoi c'est l'étiologie la plus fréquente par rapport au rhésus? Allô? Allô? On a l'administration d'anti-D. Très bien. Parce que le rhésus, toute femme rhésus négatif, théoriquement, elle est repérée depuis la grossesse. Le groupe sanguin de nouveau-né, il est prélevé à la naissance. Et en fonction des résultats, et on l'a discuté tout à l'heure, si les rhésus positifs et COMPS négatifs, la mère doit recevoir obligatoirement l'anti-D. Or, actuellement, l'ictère hémolytique par incompatibilité fœto-maternelle, le plus fréquent, la situation la plus fréquente, c'est les femmes qui sont de groupe O. Les nouveau-nés, s'il est A ou B, ils risquent de développer un ictère. Tout à l'heure, lorsque on a commencé l'interrogatoire, il y a quelqu'un qui a répondu, il nous manque le groupe sanguin du papa. فما واحد منكم قال إنه manque le groupe sanguin du papa. Qui c'est? C'est Rouhou. Allô? Oui, madame, c'est moi. Lina. Lina, tu as posé la question, le groupe sanguin du papa. En fait, Lina, on s'en fout éperdument du papa. Parce que cette femme, elle peut faire des relations avec quelqu'un d'autre que le papa sur papier. D'accord? Donc, on s'intéresse à la mère et au reste. Si le papa il a un antécédent qui peut nous orienter et encore vers une histoire familiale, par contre, le groupe sanguin, je vous assure qu'on a eu de petits problèmes par rapport à ce groupe sanguin du papa. Il faut pratiquer une mesure transcutanée si on a le moyen et l'idéal à la maternité transcutanée de la bilirubine avant la sortie pour tous ces nouveau-nés. C'est des nouveau-nés à risque. Si on n'a pas le matériel, on conseille la maman et on revoit. D'accord? Je pense qu'on est arrivé à la fin de cette présentation. Je rappelle juste une petite chose qui nous est passée avec ce malade-là. Donc, on a donné à la mère la carte d'hémophilie. On a conseillé les parents pour toutes les précautions, pas d'injection ilienne, pas de traumatisme, pas de circoncision, c'est un garçon, aucun geste qui risque d'être à l'origine de saignement ne doit être fait chez cet enfant-là. Et chaque fois, vous devez avoir
cette carte avec vous et vous la présentez à tout médecin ou intervenant de la santé par rapport à votre enfant, et même la vaccination, on va essayer de faire la vaccination après avoir reçu le facteur. Et donc, il est sorti, ce bébé, il est sorti le 15, c'était le 15 octobre. Il revient le 19 octobre aux urgences à 5 heures du matin. Vous savez pourquoi? Hein? Pourquoi il peut revenir? Syndrome hémorragique. Pour un syndrome hémorragique, à 5 heures du matin, d'après toi, ça peut être quoi? Hein? D'après vous? Hématémèse. Hématémèse. Quoi d'autre? Rectorragie. Méléna, rectorragie, quoi d'autre? Épistaxis. Épistaxis. Hématurie. Hématurie. Donc, tout ce qui est spontané. Hémorragie spontanée, mais que la résidente m'appelle, je te le garde. La résidente m'appelle à 5 heures du matin, elle me dit, Madame, vous vous souvenez de malade hémophile? Je lui ai dit, je ne peux pas l'oublier, on n'a pas 1000 hémophiles. C'est lui qui vient de sortir qu'avec Québec. Elle me dit qu'il est aux urgences, on m'a appelé aux urgences, il a un saignement au niveau de la main, une lésion au niveau de la main et il saigne à flot. Vous savez c'est quoi? C'était une morsure par quoi? Son frère. Son frère, à 5 heures du matin. C'est possible. Hein? De moustique. Morsure. Un rat. Morsure d'un rat. Et donc, je lui ai dit, honnêtement, je ne peux pas vous répondre qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à une morsure par un rat. Est-ce que vous avez une idée? Traitement antirabique. Voilà. Vous voyez, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire surtout? Surtout, qu'est-ce qu'il ne faut Pas d'injection en IM. Pas d'injection en IM, ça c'est sûr. Oui, quoi d'autre? Donc, je lui dis, au moins on commence par une voie d'abord, par un remplissage, par commander du sang O négatif, parce que notre bébé, il est O négatif, on ne peut donner aucun autre sang que du O négatif. Et surtout, il ne faut pas faire des points de suture. Or, aux urgences, ils ont suturé la plaie parce que la plaie saignait à flot. Et je lui ai dit qu'il faut commander rapidement le facteur 8. Et donc, on l'a réadmis dans le service, on a enlevé les points de suture, on a donné le vaccin antirabique, le vaccin antitétanique déjà, antirabique. Et le vaccin antirabique, il y a tout un protocole sur une période, je pense même sur un mois ou plus. Et donc, c'était la panique totale, parce que ces bébés-là, il va recevoir, à chaque fois qu'il va recevoir le vaccin, il doit recevoir le facteur et il doit rester à l'hôpital encore 10 jours sous traitement antibiotique pour prévenir l'infection et surtout l'effleurement de la main. Heureusement qu'il ne nous a pas fait ça et il est resté pendant 10 jours sous traitement antibiotique et avec des fractions, on a fait recours à plusieurs reprises au facteur B pour tarir le saignement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport au cours généralement de l'ICTER? Est-ce que vous avez des questions? Madame,
Madame, est-ce qu'il y a un risque d'ictère nucléaire avec quand il s'agit d'un ictère à bilirubine mixte? Samahni, reprends la question. Pour l'ictère à bilirubine mixte, est-ce qu'il y a un risque d'ictère nucléaire? L'ictère à bilirubine Mixte. mixte. Oui. Est-ce qu'il y a un risque d'ictère nucléaire? À bilirubine conjuguée. Oui. Cholestatique. Oui. C'est ça? Non. Oui, oui. Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque D'accord. d'ictère nucléaire. Il n'y a que la composante libre et non liée à l'albumine qui risque de donner, qui traverse la barrière hémato-encéphalique et qui risque de donner l'ictère nucléaire. L'ictère à bilirubine conjuguée, non, il n'y a pas de souci d'ictère nucléaire. Par contre, il y a le souci d'étiologie. Les urgences, l'atrésie de voie biliaire principale, c'est une urgence. Il faut rapidement faire le diagnostic pour rétablir la continuité. Sinon, les autres étiologies, il y a pas mal d'étiologies d'ictère à bilirubine cholestatique, à bilirubine mixte, à bilirubine conjuguée, qui sont de mauvais pronostics. La mucoviscidose, l'alagile, l'ictère familial qui évolue vers la cirrhose, galactosémie, maladie métabolique, maladie de surcharge. C'est essentiellement le pronostic de l'ictère cholestatique, c'est le pronostic hépatique qui évolue vers la cirrhose généralement et qui nécessite la transplantation hépatique. Par contre, pour l'ictère à bilirubine libre, le gros souci, c'est l'ictère nucléaire et il faut faire tout pour prévenir cet ictère nucléaire. Parce qu'une fois installé l'ictère nucléaire, les lésions sont irréversibles et les séquelles neurologiques sont irréversibles aussi. D'accord? Oui, merci. Hein? C'est bon? Ok. Donc, Madame, oui. Madame Legarde, on n'a pas eu une Les gens